Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page Utip du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et tu écoutes Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Je donne peut-être l'impression dans le podcast d'être assez détaché, toujours calme et en douceur, jamais en colère, jamais un mot plus haut que l'autre. J'en parle pas beaucoup, mais c'est la rage, la tristesse et la solitude qui m'ont fait lancer ce podcast. C'est ces émotions qui sont mon feu intérieur et qui me font me mettre au travail tous les matins. Je carbure à l'indignation, mais je sais que si je laisse ça exploser dans le podcast, il n'aura pas le même impact. Alors je mets ça de côté. J'essaie d'utiliser les émotions qui me traversent comme un moteur, sans qu'elles deviennent contre-productives. Et je les canalise dans un travail d'analyse, de décortication du monde spéciste avec mes invités, peut-être pour mieux le mettre à distance, ce monde spéciste. Alors cet épisode, il est pour toi, celle ou celui que j'ai été, toi qui commences à réaliser l'horreur du massacre des autres animaux, toi qui es peut-être isolé dans ta famille, qui ne connaît pas ou peu de personnes véganes anti-spé, toi qui es en colère, ou rempli de tristesse face à tout ça, et face à l'indifférence générale. Toi qui souffres de vivre dans ce monde spéciste. C'est bientôt les fêtes. Ce moment où tout le monde devrait être heureux, heureuse de se retrouver, de festoyer. C'est la magie de Noël. Mais voilà, quand on est vegan, la période des fêtes, elle peut être difficile. On peut être forcé d'être avec sa famille non végane ou avoir le dilemme d'aller les voir ou pas. Certaines ont dû couper les ponts parce que c'était trop dur. On voit les animaux morts dans les plats. On se sent en décalage avec la joyeuseté ambiante pendant que tout le monde fait la fête et rigole grassement autour des cadavres. Tout semble avoir changé et on voit plus rien de la même façon. Rien ne sera jamais plus comme avant. Je ne suis plus immunisé face au chaos et à la tristesse du monde. Je veux plus faire comme si tout allait bien. C'est la merde. Et j'aimerais bien qu'on le reconnaisse. Deuil. Prendre conscience du spécisme, c'est un peu faire un deuil. Le deuil du monde tel qu'on le voyait, déformé par le voile de l'idéologie spéciste. Le deuil d'un monde qui serait pas absolument dégueulasse et rempli de souffrances inutiles. Le deuil de l'insouciance, de la possibilité de vivre sa petite vie sans penser constamment aux milliards d'individus qu'on torture et qu'on tue. Oui, ça je te le cache pas, c'est super dur. Ce monde n'est pas le mien. Surtout au début. Ce monde n'est pas le mien. Mais t'inquiète, à force, on s'y fait un peu. Je ne suis plus immune à la douleur du monde. J'étais en Erasmus, en Angleterre. C'est là-bas que j'ai eu une prise de conscience et que je suis devenu vegan. Je dessinais en écoutant une vidéo YouTube qui parlait de véganisme et je me suis mis à tracer les contours, sans vraiment y penser, des mots « My food doesn't scream ». Ma nourriture ne crie pas. Et là, l'électrochoc. Purée, j'y crois pas. Ça peut pas être vrai. J'y crois pas.
Je mangeais des animaux, des êtres sentients qui ont certainement hurlé de tous leurs poumons quand on les a traînés de force vers le camion, puis quand on les a sortis du camion pour les traîner dans l'abattoir, puis pour les faire avancer dans le couloir en leur donnant des décharges électriques. C'est horrible. C'est horrible. Je mangeais des animaux qui ont été terrorisés quand on leur a pointé un pistolet sur le crâne en les immobilisant, ou qu'on les a pendus par les pattes, ou gazés, terrifiés pendant plusieurs secondes avant d'être assassinés. Je mangeais des animaux qui ont ensuite été saignés pendant que leur cœur battait encore pour vider leur sang, puis dépecés, leurs organes vidés, leurs membres découpés, pour finir dans mon assiette. Maintenant que je suis végane, ma nourriture ne crie pas, et c'est un immense soulagement. Si t'es en train de traverser ça, d'avoir ce déclic, de voir le steak dans ton assiette comme l'animal mort qu'il a été, de prendre conscience de l'injustice que ça représente, écoute-moi bien. T'as raison. Même si tout ton entourage te dit le contraire, fais confiance en ce que tu ressens là. C'est toi qui as raison. Et si t'en es déjà à faire de ton mieux pour ne plus manger d'animaux, ou que t'es végane, bravo, je t'admire. Et ce que tu fais est juste, t'es du bon côté de l'histoire. Et t'as le droit d'en être fier. Fier de ne plus faire semblant, de regarder ça en face, de ne plus mettre ça de côté ou tout faire pour l'oublier par facilité, de faire de ton mieux pour que cesse cette injustice et pour la dénoncer. Colère. Ouais, j'ai la rage parfois. Forcément. Quand on voit la violence que jusque-là on ne voyait pas ou qu'on s'efforçait de ne pas voir, ça met en colère. C'est la rage. Quand on réalise que l'humanité tue par milliards des animaux alors qu'elle pourrait ne pas le faire, qu'elle cause des souffrances infinies alors qu'il n'y a aucune nécessité d'exploiter les autres animaux, ni pour les manger, ni pour quoi que ce soit, ça met en colère. La rage. C'est une véritable catastrophe morale dont on est encore trop peu à avoir conscience. Et tout ça pourquoi ? Toutes ces morts, tous ces individus torturés, exploités, dominés, pour rien. Sinon le pouvoir et la supériorité que ça nous donne. Une digue a cédé en moi. Un déclic s'est fait. Un écran de brouillard, peut-être un seul parmi de nombreux autres, s'est brisé. Et je crois voir un peu mieux la merde qu'il dissimulait. Mais quelle solitude, quand ses voisins voient encore le monde à travers cet écran. Quand ils retiennent mon bras qui voudrait le démolir à grands coups de marteau. Quand ils se rendent sourds à mes injonctions. J'ai envie de crier. Mais putain, mais regarde ce qui est devant tes yeux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi j'ai perdu mon écran spéciste. Mais ça implique beaucoup de frustration, quand on est entouré de personnes qui se cachent encore derrière cet écran, pour ne pas voir le monde tel qu'il est. Et surtout pour ne pas avoir à changer, car ils sont bien installés là où ils sont, du bon côté de la frontière. Oui, j'ai la rage parfois, mais cette colère est saine. Ce serait plutôt l'inverse qui serait surprenant. Et d'ailleurs, celles qui ne sont pas complètement révoltées contre l'exploitation animale ne sont effectivement pas en colère et ne font rien, ou en fait perpétuent le système spéciste et sa violence en manquant de le dénoncer. Valérie Giroux disait très justement à mon micro « Je redoute plus encore celles et ceux qui se complaisent dans un statu quo qui leur permet de jouir de privilèges injustes et qui abdiquent un peu trop facilement leurs responsabilités par crainte d'essuyer la critique de leur entourage en se défilant et en n'assumant pas leur devoir comme citoyens de faire ce qu'ils peuvent pour faire changer les choses. » Alors, par pitié, sortons du statu quo et dénonçons cette oppression. Je voudrais te lire un extrait d'un texte de l'écrivaine et féministe Virginie Despentes, lu le 16 octobre 2020 au Centre Pompidou. La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction, c'est l'air vicié que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse, même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas,
même si je ne vis pas sous ton toit. Nous sommes en contact permanent. Le procédé que la pandémie rend visible, sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience, sous forme de guérison. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Nous avons avalé ces histoires de frontières, cette fable du chacun pour soi, chacun chez soi, cette fable qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule réalité possible et qu'elles soient immuables. La fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible, l'exploitation impitoyable des uns par une élite, le pouvoir par la force et le malheur pour tous. Toutes les propagandes me traversent et m'habitent et me gèrent. Je ne suis pas un territoire de pureté ni de radicalisme, et je ne suis pas du bon côté de la barrière. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle. Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain, mais j'en ai marre de croire en des frontières qui ne me servent à rien, d'y adhérer comme s'ils avaient été tracées par une main divine qui ne se trompe jamais, alors qu'elles sont juste gribouillées au hasard par des cons, et j'en ai marre de croire en des choses qui ne me servent à rien. La frontière d'espèce aussi est une frontière qui a été gribouillée par des cons. Et quand tu dénonces le spécisme, par tes mots ou par tes pratiques, ne pense jamais que ce soit un acte individuel, que ce soit un acte isolé. Car en le faisant, ta liberté contamine les autres, et leur rappelle que rien ne les sépare de la merde qui les entoure, sinon un écran de fumée que tu participes par tes paroles et tes actes à dissiper. Mon antidote à la rage, c'est ça. C'est le désir de croire que ce monde est une matière molle. Moi, je m'accroche à ça pour gérer ma colère. Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain. Je m'accroche à ce désir de croire qu'on peut le modeler, ce monde, pour le rendre plus beau, plus juste, pour le rendre moins trompeur, moins oppressif, moins violent. Mon antidote à la rage, c'est donc l'espoir. En fait, non, même pas. Je déteste quand les gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste. Ce qui compte, c'est la détermination. C'est de faire de son mieux et qu'importe si on pense que ça va marcher. Du moment qu'il est possible que les choses changent, il faut tenter. La colère est légitime, mais elle peut être mauvaise conseillère. Et c'est parfois difficile de faire attention à ce qu'elle ne devienne pas contre-productive ou qu'elle ne nous bouffe pas de l'intérieur. Alors, reste bienveillante, avec toi-même et avec les autres. On est dans une société spéciste, donc malheureusement c'est normal que la plupart des gens aient des comportements spécistes. Il faut le dénoncer, il faut que les choses changent. Ta voix est légitime et sa sincérité est une force. Mais on a quasiment tous été carnistes aussi. Et on peut faire preuve de fermeté sur les principes et à la fois de beaucoup de bienveillance. C'est pas incompatible. Souviens-toi d'où tu viens. Même si t'as l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir, je ne redeviendrai pas celui d'avant. Ne te mets pas à haïr toute l'humanité. Je trouve que ça aide de savoir qu'il y a des raisons objectives à la résistance carniste, des forces à l'œuvre d'une incroyable puissance, à la fois psychologique et sociale. Dissonance cognitive. Les voir, ces raisons, c'est à la fois mieux comprendre et se donner les moyens de mieux les dépasser et d'être efficace dans son militantisme. Bon, tout ça c'est que mon avis, hein. Tu prends ce qui t'est utile et tu laisses le reste, c'est pas grave. Résistance. Quand on devient vegan, ou qu'on se met à dénoncer le spécisme, il faut s'attendre malheureusement à de la résistance, de la part de son entourage et de la société plus généralement. C'est une réalité, ça craint, c'est clair, mais ça aide d'y être un peu préparé. Déjà, c'est pas mal de bien faire les choses. C'est important de prendre un complément en vitamine B12 pour être en bonne santé en étant vegan. Ce serait con de confirmer le cliché du vegan carencé. Alors prends ta B12 et plus largement, prends un peu le temps de t'informer sur la nutrition. On peut être en parfaite santé sans manger de produits animaux, mais il y a quelques points d'attention qui sont spécifiques aux alimentations végétales, comme l'explique très bien le docteur Sébastien Demange dans l'épisode 5 du podcast. Pour s'informer, le site Vegan Pratique est aussi très bien fait, et les fiches infos de Florence Delry sont un incontournable pour retrouver rapidement les informations essentielles.
Aussi vraiment rassure-toi. Ne pense pas que le véganisme signe la mort du plaisir de bien manger. Au contraire, c'est plutôt la découverte de plein de nouvelles saveurs et de nouvelles façons de cuisiner, qui permet aussi de découvrir toute une gamme de nouveaux aliments insoupçonnés et hyper bons. Il y a une période d'adaptation qui est normale, c'est comme pour tout changement d'habitude, mais ça devient beaucoup plus facile avec le temps et avec l'expérience, jusqu'au point où tu n'y penseras même plus et où ce sera devenu complètement normal pour toi. Apprends quelques recettes véganes qui soient faciles, rapides à faire et qui te plaisent surtout. Et aussi tu peux véganiser les recettes non véganes que tu aimais bien. Fais attention à manger suffisamment et aussi à manger des aliments riches en protéines comme les légumineuses ou des substituts de viande végane. Souvent c'est ce qu'on fait pas assez au début. Ensuite, quand la partie pratico-pratique est assurée, vient le moment de s'informer aussi sur le spécisme et les raisons qui justifient le véganisme pour rester motivé. Parce que même si tu ne prévois pas particulièrement d'en parler, on te posera de toute façon des questions sur ton véganisme ou ton engagement pour les animaux. Alors autant y être préparé. T'as bien sûr toujours le droit de ne pas répondre si tu te sens pas de le faire. Et d'ailleurs pas de pression, t'es pas obligé de te dire que tu représentes à toi seul le véganisme, ni de penser que du coup tu dois être absolument parfaite. Mais si tu te sens de répondre, c'est super, et prépare-toi un peu, forme-toi, ça rendra ça plus facile. Regarde des vidéos YouTube, écoute des podcasts, lis des livres, suis des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ces questions, selon ce qui te correspond. C'est important de prendre ce temps-là pour être toi conforté dans ton véganisme, à l'aise d'en parler, pour savoir pourquoi tu le fais, et pour pouvoir encore mieux défendre les animaux, dans ton discours en plus que par tes actes. Parce qu'on a souvent beaucoup plus d'impact par notre parole que par nos gestes individuels. Souvent en fait, t'auras même pas besoin de soulever le sujet toi-même. Ta simple présence, en tant que végane à table ou dans une soirée, enclenche automatiquement les mécanismes de la résistance carniste. La présence d'un ou une végane dérange, parce qu'elle rappelle qu'on peut vivre sans manger d'animaux. Elle éveille la mauvaise conscience des personnes qui savent, au fond d'elles-mêmes, que laisser torturer et tuer des êtres sentients qui ne veulent pas mourir est injustifiable. D'où les mécanismes de défense qui s'activent pour protéger l'image de soi-même qu'a le carniste, pour tenter de faire taire la petite voix interne qui lui parle quand il est confronté à toi, toi qui es l'incarnation réelle de la possibilité de vivre sans entériner l'exploitation animale. Ces mécanismes, ces mises en doute, ou ces arguments de bonne ou de mauvaise foi, on les a appris socialement. On nous les a mis dans le crâne pour légitimer le statu quo et l'oppression, pour dissuader tout changement social. Non, mais c'est vraiment bien ce que tu fais, hein. Vraiment je t'admire, mais moi je pourrais pas. Hein. C'est pas un truc de bobo ça? T'es malade? Mange du poulet, ça ira mieux. Et c'est quoi le problème avec le fromage? C'est pas forcément, ni même le plus souvent, des remarques malveillantes. Ça vient souvent d'interrogations sincères, d'incompréhension, d'inquiétudes, socialement construites. Bon, ça lui passera Non, de toute la façon. viande rouge, j'en mange presque pas déjà, mais le poulet en vrai, ça par contre j'en ai vraiment besoin. T'es végétarien ou vegan? Je sais Mais plus. pourquoi tu fais un régime? Mais quand ça s'accumule, ça commence petit à petit à nous submerger. Mais tu compenses en mangeant plus d'œufs du coup? Et ça, t'en manges ou pas? Non, mais si c'est pour manger des trucs C'est très dégueu, transformés ça, le qui viennent tofu. avec du soja là, qui vient d'Amazonie, c'est franchement pas la peine. Parfois, on se sent dépassé par ces vagues de questions, de petites réflexions, Bon, Victor, tu te débrouilles pour trouver de quoi manger. hein, de blagues ou franchement. de sarcasme, de rejet, d'argumentation, C'est quand même autre chose. de réactance. Tant que tu respectes Ah, c'est ma vie, protéine. tu respectes moi, je te dirai rien. Parfois, on se sent complètement noyé dans l'océan spéciste. Ouais, bah, moi je peux pas manger Tu de sais, viande. moi j'ai pas de tabou Mec, alimentaire. ça mange de la viande. T'as toujours été un peu sensible. Ouais, mais bon, en même temps, la Tiens, viande, je t'ai fait un truc, c'est Tu vas mourir si tu manges pas de la viande. Moi, je t'attends pour la vie, ce que tu veux tant que tu sais, fous la on est paix. T'as pas peur des carottes? C'est pas étonnant que c'est la chaîne alimentaire, c'est ça bien. Quoi? C'est Solitude. Je crois que le pire dans tout ça, c'est probablement le sentiment de solitude. C'est pas une solitude comme sur une île déserte. C'est plus bizarre que ça. On découvre qu'on peut se sentir très seul, tout en étant entouré de personnes. La solitude parce qu'on voit tout ça. On voit l'horreur, mais pas notre entourage.
Cette impression de ne plus vivre dans le même monde, d'être toujours triste ou en colère, et de voir dans les comportements festifs et heureux des autres toute la souffrance qui les a permis. Le silence est assassin. Ce silence de l'indifférence me dégoûte. La non-réaction. On continue de faire comme si de rien n'était, à se montrer nos petites photos, à se distraire. J'ai vu un chat qui s'était fait rouler dessus. Il boitait sévèrement. Je pense que la colonne vertébrale était touchée. Il avait très mal et sa tête se convulsait. Sa maîtresse l'a pris sans ménagement, lui faisait encore plus mal et ne semblait pas décidée à appeler le vétérinaire. Si ça avait été un enfant, qu'un parent l'avait pris aussi brusquement, alors que la colonne était touchée, j'aurais crié, je l'aurais empêché et j'aurais protégé sa nuque. J'aurais pris les choses en main. Mais je suis resté figé, si impuissant. C'est sa maîtresse. Je n'ai aucun droit de sauver ce chat contre sa volonté. J'ai raconté ça à mes parents, ils se sont tus. Juste ça. Puis le bavardage a repris. Mais putain, mais qu'est-ce qui va pas pour que ça crée pas plus d'émoi que ça? Je demande pas des larmes, hein, ou des grands discours, juste que ça occupe plus de 5 secondes de silence gêné, merde. Un câlin, une marque qu'ils ont compris pourquoi ça m'affectait tant. Mais non, rien. Des fois j'ai vraiment l'impression que quelque chose cloche, que le monde ne tourne pas rond, que tout est inversé. Ce qui est normal est horrible, ce qui est juste est décrié. Le véganisme est soit ignoré, soit moqué. Où est-ce que c'est les véganes? C'est les gens qui ne consomment rien, qui n'utilisent rien qui provient de l'animal. Nous, on a eu une nourrice végane pour mon fils. Elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Par définition, un vegan, c'est forcément au moins un peu chiant. La vanne, c'était que ma meuf devenait végane et elle voulait que je le devienne aussi. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'avais une maladie de naissance, le goût. J'aimerais tellement crier à tout le monde de sortir la tête de l'eau, mais tout le monde préfère y rester. Le monde marche sur la tête. Un peu comme ce générique, qui depuis tout à l'heure joue à l'envers. Si tu te sens seul dans ce monde spéciste, sache qu'on est là. Et ne reste pas dans ton coin. Trouve des alliés, même parmi les gens pas véganes de ton entourage. Cherche les gens qui te feront pas chier ou moins chier, qui pourront être accommodantes pour la bouffe, ou répondre à ta place à l'énième remarque spéciste faite par ton oncle lors d'un repas. Mais surtout, moi ce qui m'a aidé, c'est de sortir de l'impuissance en commençant à militer, en faisant quelque chose, et en rencontrant des activistes. En somme, en passant de la solitude à la lutte. Tu peux rejoindre un collectif dans la grande ville la plus proche, ou en ligne, et aller aux événements animalistes ou véganes organisés régulièrement dans l'année. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables et merveilleuses depuis que je suis engagé contre le spécisme. Du coup, je me dis que malgré toutes les difficultés, malgré l'ampleur de la tâche qui nous attend, si je suis à leur côté, ça va aller. On va continuer, on va s'épauler, on va rien lâcher. Lutte. Longtemps, j'ai pas osé m'engager. C'était intimidant, j'étais pas sûr de savoir quoi faire ni vraiment où aller. Mais quand j'ai arrêté de manger des animaux, c'était un peu l'ébullition et j'avais besoin d'en parler. Donc j'en ai discuté avec mes amis les plus proches. Et 1 ou 2 semaines après, l'un d'eux devenait vegan et une autre végétarienne. Ça m'a un peu donné le vertige. Si moi, giga carniste que j'étais, celui de ma famille qui mangeait le plus de viande, pouvait devenir vegan, et si je pouvais convaincre des proches seulement en ayant des discussions posées et approfondies avec elles sur le sujet, alors je pouvais participer à changer les choses. Je pouvais avoir un impact positif pour les autres animaux. Je pouvais faire une différence. En fait, il faut pas voir l'engagement pour les animaux comme une énorme marche. T'as plein de façons différentes de militer. Et ça commence déjà quand t'es vegan et que tu expliques à ton entourage les raisons. Le privé est politique, plus que jamais. On dit souvent que ce que regrettent le plus les véganes, c'est de ne pas l'avoir été plus tôt. Mais ce qui est encourageant, c'est que si tu culpabilises de ça, dis-toi qu'en agissant pour faire le bien, on compense en fait très rapidement le mal qui a été fait. C'est aussi pour ça que c'est important de militer, et pas seulement d'être vegan. Vegan, t'arrêtes de faire le mal. Activiste, tu commences à faire beaucoup de bien, rapidement.
On en est au tout début d'un mouvement qui va changer le monde. On est encore relativement peu pour l'instant, par rapport à l'ampleur que je suis sûr que le mouvement prendra dans les années à venir. Et on part d'une situation tellement atroce, avec un nombre tellement hallucinant de victimes, que le moindre changement est phénoménal et peut lancer une dynamique vers plus de droits pour les animaux. Un petit conseil, mais une fois de plus, t'en fais ce que tu veux. Ne cherche pas forcément à véganiser ton entourage. Essaye même pas en fait. Dis-toi dès le début que ça va pas le faire avec eux, avec tes proches. Souvent c'est les plus durs à convaincre et tu risques de te retrouver isolé ou d'être démotivé d'avoir essayé et d'avoir pas réussi. Je sais que c'est frustrant et contrariant de voir ses proches manger des animaux, mais au final ça l'est d'autant plus d'essayer de leur faire prendre conscience et de constater l'échec. C'est d'autant plus difficile à encaisser quand les personnes nous sont proches. Je dis pas qu'il faut rien dire ni jamais en parler, mais il faut savoir choisir les moments et les cibles de son discours. Et souvent ses proches, c'est pas la bonne cible. Investis ton énergie là où elle sera utile. Et si une personne n'a pas envie de changer ses comportements, ses habitudes alimentaires, ça lui appartient. Et puis parfois les gens ont besoin de temps. Jonathan Safran Foer écrivait très justement dans Faut-il manger les animaux qu'il est toujours possible de réveiller quelqu'un qui dort, mais même le bruit le plus fort ne réveillera pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc si une personne n'est pas réceptive, hop, on passe à la suivante parce qu'il y a énormément de personnes qui sont un peu sensibles à la question et prêtes à changer si on leur explique avec bienveillance et qu'on leur apporte des informations. Alors dis-toi que ces espaces avec tes proches, c'est là où tu te ressources et pas là où tu milites. De toute façon, la lutte contre le spécisme n'est pas un combat qui va se remporter en rendant les individus véganes un par un. On est sur un combat social et politique, sur des questions qui sont aussi collectives. L'exploitation animale est une question de société, et pas seulement de comportement individuel. Le spécisme est systémique, notre société baigne dedans, et il y a des institutions très fortes qui permettent sa perpétuation. C'est aussi pour ça que ça sert pas forcément de chercher la pureté individuelle absolue dans ton véganisme, à aller éliminer la moindre trace de poudre de lait dans les aliments que tu manges. Il est question de combattre un système d'oppression, et non d'être végane absolument parfaitement, ou plus pur que son voisin ou sa voisine. Et surtout le plus important, on part pour un marathon. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et des années de lutte. Alors économise tes forces, prends soin de toi. On a beaucoup trop d'activistes qui finissent en burn-out à avoir voulu trop faire. Et trop vite. Alors faut être à petite foulée, mais pendant longtemps, pour être efficace. Liberté. Être vegan, c'est être libre. Je répète, être vegan, c'est être libre. Il est plus que temps d'en finir avec l'image fausse du véganisme comme une privation de liberté. Cette idée-là, elle s'appuie sur une conception tellement pauvre du concept de liberté. Tiens, je te lis un texte de Guillaume Carnineau qui s'appelle « Choisir ou être libre ». Le discours contemporain nous fait croire qu'être libre revient à faire ce que l'on veut, quand on veut, indépendamment de toute considération éthique, politique, sociale, etc. Comme si être libre revenait à choisir en son âme et conscience de lutter ou de ne pas lutter, d'apprécier cette société ou de la détester, de vivre librement les potentialités du futur ou de rester accroché aux chimères aliénantes du passé. Non, être libre ne revient jamais à faire ce que l'on veut. Espérer être libre implique déjà d'avoir conscience de ses chaînes, et non de vivre comme si elles n'existaient pas. Sous l'occupation allemande et le régime de Vichy, être libre ne revient pas à décider chaque jour selon ses envies d'être résistant, collabo, neutre, nazi, etc. Être libre, sous Vichy, c'est résister à la barbarie. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais faire ce qu'il faut. Être libre, c'est résister aux dominants, c'est combattre l'oppression, c'est adapter et transformer ses conditions de vie, c'est faire avec les contraintes de l'existence pour les surmonter et les dépasser. Être libre, aujourd'hui, comme en 1943, c'est lutter. Véganisme et liberté ne sont pas contradictoires. Bien au contraire. On ne m'a jamais laissé le choix quand j'ai grandi et que je mangeais des animaux. On ne m'a même pas dit qu'il y avait potentiellement un choix à faire. C'était une évidence, c'était normal, c'était ce que tout le monde faisait. Alors moi aussi je le faisais, sans faire de choix. Tu es libre. Tu es plus libre que tu ne l'as jamais été. Tu es plus libre que tu ne l'as jamais été.
Vous êtes l'impasse d'une histoire triste. Nous sommes les lendemains qui chantent. Du coup, pour résumer, si tu peux, essaie de cultiver le courage de regarder le monde tel qu'il est et non tel qu'il est confortable de croire qu'il soit. La force de faire preuve de bienveillance malgré la rage intérieure et sans rien enlever à la sincérité de tes propos. La patience de s'informer correctement et de se former pour pouvoir répondre aux remarques carnistes incessantes. Enfin, la détermination de trouver des alliés, de s'engager et d'exercer sa vraie liberté, c'est-à-dire de lutter collectivement contre le spécisme et les autres oppressions. Même si c'est dur parfois, même si tu ne supportes plus le monde dans lequel tu vis, même si tu as peur, même si tu te sens seul au monde et la tête remplie de noir, ça va aller. On a traversé ça aussi. On est tout un mouvement et on va le changer, ce monde spéciste. T'es pas seul. On est là. On est plein. Et on va rien lâcher.